Samedi 16 novembre 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une des actualités de ce jour, le boulevard Hatsim-Lo réhabilité a été présenté à la population de Touamass par le président de la République, Andji Rajoelina, cet après-midi. La première partie de cette route a été inaugurée en juin dernier et désormais la route est ouverte et peut être utilisée dans le but de toujours améliorer l'aspect de Touamass. La route plaque relax qui est en mauvais état fera également l'objet de réhabilitation et le président Andji Rajoelina a officiellement donné le coup d'envoi des travaux aujourd'hui. Reportage de Judikel Rajanirin et Andrew Razajepi. Le bord de Touamass présente un nouvel aspect à travers l'achèvement de ce boulevard Hatsim-Lo. Bien que seulement le tronçon partant de l'hôpital B jusqu'au lycée Rabbi Manazar ait été opérationnel en juin, la totalité de la route jusqu'à Tahiti est désormais ouverte. La réhabilitation de ce boulevard est une priorité pour le président Andji Rajoelina pour redonner sa beauté à cette ville historique de Madagascar. Son achèvement contribue à la diminution des problèmes de transport pour les habitants et développe l'économie. Deux puissants cyclones, Honorine en 1986 et Geralda en 1914, ont endommagé les rues de Touamass. Ce boulevard Hatsim-Lo avait été complètement détruit et n'a été réparé jusqu'à l'administration du président Andji Rajoelina qui a lancé le défi de le réhabiliter complètement, attirant ainsi de nombreux visiteurs. Le gouvernement a alloué 3 992 187 755 ariars pour les travaux. Il est donc évident que Touamass n'a pas été oublié et que le gouvernement a porté une attention particulière sur Touamass à travers ses nombreuses infrastructures. En plus de la plage déjà achevée, il est également prévu de réparer au total 15 km de rues dans la capitale de la région, Atinanan. L'un d'eux est la route plaque relax. Les travaux ont été lancés par le président Andji Rajoelina aujourd'hui à N'Djamena. Le ministre des Travaux publics, natif de Touamass, a confirmé que le gouvernement n'a pas oublié Touamass en matière de développement. Et en soutenant les efforts du gouvernement, il est possible de poursuivre le développement déjà observé, poursuit-il. Améliorer la vie quotidienne des habitants, restaurer la beauté de Touamass est la raison pour laquelle le gouvernement a déployé un effort particulier pour ces diverses réhabilitations. En outre, l'économie locale s'améliorera également grâce à l'achèvement de cette route et améliorera la réputation de Touamass par rapport aux autres chefs-lieux de province. Le président Andji Rajoelina a confirmé aujourd'hui son intention de toujours développer Touamass. Ce deuxième tranchant du boulevard Hatsim-Lo, présenté par le numéro 1 malgache, est long de 1,6 km. Des lampadaires ont été également installés tout au long de la route. Les habitants de Touamass ont parcouru la nouvelle route avec le président et son épouse Mial Rajoelina. Les habitants ont été également heureux d'apprendre aujourd'hui que la troisième partie de la réhabilitation du boulevard Hatsim-Lo se poursuivra de l'hôpital B jusqu'au port de Touamass. En économie, pour continuer, le développement de l'économie du pays nécessite la participation de tous. D'après les économistes sortant du département d'économie au sein de l'université d'Ankatsu, qui figurent parmi ceux qui ont participé à l'amélioration de l'économie nationale selon la période qu'ils ont traversée, les diplômés de cette filière se rassembleront au sein d'une association pour contribuer au développement de l'économie nationale. La mise en place de cette association s'inscrit dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du filière économie de l'université d'Ankatsu. Radroman Zatouf sur les images de Anzar Razanarville. Les économistes malgaches ont les compétences et la place qui leur revient tant au niveau national qu'au niveau international. De nombreux économistes malgaches, diplômés de l'université d'Ankatsu, ont déjà occupé des postes élevés. Cependant, le développement de l'économie du pays nécessite la participation de tous, a déclaré le responsable du département EGS, économie, gestion et sociologie de cette université. Ce département est ouvert à toute coopération. Les résultats de leurs recherches aident à prendre les décisions qui seront prises par les autorités. Les économistes diplômés auprès de ce département seront regroupés dans une association afin de pouvoir contribuer ensemble au développement de l'économie nationale. Ce regroupement qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 60 ans du parcours économie.
Le 23 novembre débutera la célébration de cette 60e anniversaire et sera célébrée tout au long de l'année à travers de nombreux événements. Ensuite, le gouvernement a pour objectif de valoriser les produits qui font la renommée d'un district en apportant un soutien matériel aux coopératives ou petites industries transformant ces produits dans le cadre du projet ODOF. Actuellement, 82 des 119 districts ont déjà bénéficié de machines permettant de transformer ces produits dans toute l'île et certaines des entreprises soutenues par l'ODOF approvisionnent déjà le marché intérieur. Natera Routmeuf et Nzara Djiantsou nous en disent plus. Un des objectifs du projet ODOF est d'installer des unités qui permettent de transformer les produits qui font la renommée d'un district afin de les valoriser et ainsi d'augmenter la consommation des Malgaches de ces produits locaux. 82 des 119 districts de Madagascar bénéficient actuellement du soutien du gouvernement dans le cadre du projet ODOF et ont bénéficié chacun d'unités de transformation. 50 des 82 unités installées sont déjà pleinement opérationnelles, si le reste le sera à partir du premier trimestre de 2025, a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce. L'objectif du ministère, à travers le projet ODOF, est d'inclure les produits transformés par ces districts dans le label Malagasy Antique afin qu'ils puissent être distribués sur le marché intérieur et que les Malgaches puissent consommer davantage de produits locaux selon les explications. Les entreprises soutenues par le projet ODOF dans les 82 districts produisent actuellement de l'huile, des chips, du miel, des nouilles, du vin et bien d'autres. Le portage salarial figure parmi l'un des changements majeurs introduits dans le nouveau Code du travail publié cette année. Madagascar commence déjà à mettre en œuvre ce portage salarial d'après l'annonce faite aujourd'hui à Mbatunakang. Tel que défini par le Code du travail, le portage salarial représente une opportunité pour les professionnels et les entreprises de travailler ensemble dans un cadre juridique bien défini. Plus de détails avec Miarvoulas Firan. Le portage salarial se base sur la relation tripartite entre la société de portage, l'entreprise cliente et le salarié porté. Cette forme de travail offre la possibilité à un professionnel de travailler en toute indépendance et garder les avantages du statut de salarié. Ce portage salarial qui fait partie des changements apportés par le nouveau Code du travail de cette année. Ce système professionnel, qui est mis en œuvre pour la première fois à Madagascar, présente d'énormes avantages, notamment la protection et le renforcement de la coopération sérieuse avec le client à l'étranger. Le salarié est totalement indépendant de son lieu de travail et le contrat est plus solide et il peut bénéficier des avantages comme tout autre salarié. De plus, les travailleurs freelance paient également des impôts légaux dans le cadre du portage salarial. Mis à part l'application du portage salarial, cette entreprise a également annoncé aujourd'hui à Mbatunakang qu'elle œuvre toujours dans le recrutement d'employés, un moteur de recherche entièrement axé sur le domaine du travail qui propose des offres d'emploi. Cette société aide également les porteurs de projets et soutiennent les jeunes qui ont de grands projets. Ce centre, Sisa Mbatunakang, n'est pas seulement du coworking, mais peut être utilisé par ceux qui recherchent et proposent un emploi. Tous les samedis, des sessions de formation et des rencontres avec des professionnels ont lieu, suivant des thèmes liés à différents domaines de travail qui peuvent ouvrir des parcours professionnels aux jeunes malgaches souhaitant se développer et entrer dans le monde du travail professionnel. Dans les actualités sportives, la deuxième édition du tournoi Firesankina Pochar aura lieu le 24 novembre à Noussizat. Cette compétition dédiée aux marchands du marché Pochar est faite pour renforcer leur solidarité en plus de la pratique du sport. Félan Rakoutarsoul. La deuxième édition du tournoi Firesankina Pochar, organisée par le délégué de ce marché, aura lieu le dimanche 24 novembre à Noussizatu Anjefen. Le tournoi de cette année sera particulière car 2 éditions se sont tenues cette année en raison de l'augmentation du nombre des participants. Il s'agit d'un tournoi de football à 8 destiné à tous les marchands du marché de Pochar. Un événement sportif conçu pour les encourager à pratiquer du sport et pour se divertir. L'équipe gagnante de cette compétition recevra de différents prix selon les explications.
Place maintenant aux actualités internationales. Destination Gaza. Un comité spécial de l'ONU a jugé que les méthodes de guerre employées par Israël à Gaza présentaient les caractéristiques d'un génocide. Human Rights Watch estimant de son côté que le déplacement forcé à répétition des Gazaouis constituait un crime contre l'humanité. Israël a rejeté comme totalement fausses les accusations du WHR, mais n'a pas pour l'instant commenté les conclusions du comité de l'ONU. France 24. La maison de Mohamed Baraka et sa famille a été défigurée par un bombardement israélien. La façade du bâtiment entièrement détruite. L'intérieur est jonché de gravats, de débris de verre et de mobilier brûlé. Les résidents constatent les dégâts non sans risque. Mohamed confie son désarroi. J'ai été réveillé par le bombardement à 2h30 du matin. J'ai alors constaté que ma maison était en feu, le deuxième étage complètement détruit, comme vous pouvez le voir. Les bombardements ont visé la ville de Deir el-Bala dans le centre, mais aucune région de l'enclave n'est épargnée. D'autres missiles se sont abattus sur des quartiers de Gaza, Beit Lahia et Rafah dans le sud. Ils bombardent la région et tuent des gens. J'appelle le monde à mettre fin à cette guerre et au génocide en cours. On est fatigué, on est épuisé. Un épuisement général et de grandes préoccupations sur l'acheminement de l'aide humanitaire dans l'enclave. Dans un récent rapport, une trentaine d'ONG accusent l'armée israélienne de favoriser le pillage des rares convois d'aide en ciblant régulièrement les forces de police restantes à Gaza. Seuls 37 camions humanitaires sont entrés quotidiennement dans l'enclave en octobre, contre 500 avant le 7 octobre 2023. L'acheminement de l'aide dans le nord de Gaza est quasi impossible selon l'ONU. Le chaos, la souffrance, le désespoir, la mort, les destructions et les déplacements sont à leur paroxysme. La situation dans le nord de Gaza est préoccupante. Il est presque impossible d'y acheminer de l'aide. Des observations qui viennent contredire celles de l'administration américaine. Elle a récemment affirmé qu'Israël n'entravait pas l'acheminement de l'aide dans l'enclave palestinienne assiégée. Ensuite, en Ukraine, les défenses aériennes russes ont abattu des drones ukrainiens dans la région de Krousk et dans d'autres régions frontalières. Cela survient alors que la Russie augmente l'intensité de ses attaques de drones contre l'Ukraine, ce qui, selon les experts, pourrait faire partie de la stratégie de Moscou visant à submerger les défenses aériennes et à attaquer les infrastructures énergétiques pendant l'hiver. Reportage sur les images de France 24. Voici l'une des armes russes les plus récentes utilisées pour attaquer le territoire ukrainien. La composition thermobarique est versée à cet endroit. Un drone thermobarique explosif appelé Shahed qui crée un vortex de forte pression et de chaleur capable de détruire les murs les plus épais. Ils fabriquent cette arme très rapidement. Nous sommes encore derrière eux, mais pas très loin. Nous pouvons compter sur des succès importants et plus grands encore. Mais s'agissant de ce type de drone d'attaque, ils disposent d'un énorme arsenal. Ils ont une réputation redoutable, pouvant causer des maladies respiratoires et des lésions cérébrales et agir à distance du lieu de leur explosion. Mais plus dangereux encore est la stratégie de Moscou. Selon une enquête menée par l'agence de presse internationale AP, la Russie fabrique depuis des mois en parallèle de ses armes des centaines de drones leurres. Les forces russes les font voler avant de lancer les drones Shahed pour submerger les défenses aériennes ukrainiennes. Saturés, les intercepteurs peinent à distinguer les drones leurres de ceux transportant des vrais explosifs comme des drones thermobariques. Habituellement, ils lancent d'abord un drone Shahed et quelques heures après, ils tentent de nous attaquer avec des missiles. Ils agissent ainsi pour porter atteinte à notre défense aérienne, puis attaquer à l'aide de missiles balistiques et de croisière. En octobre, la Russie a lancé plus de 1800 drones sur le territoire ukrainien, c'est 80% de plus qu'en août. Rien que pendant le premier week-end de novembre, la capitale Kiev a vécu au moins 20 heures en situation d'alerte aérienne. Et pour clôturer cette édition, les autorités philippines ont ordonné ce samedi 16 novembre l'évacuation de plus de 250 000 personnes et le retour à quai des bateaux à l'approche du super typhon Mani qui touchera l'archipel depuis l'Est. France 24. Cet habitant pose des sacs sur son toit
pour éviter qu'il ne s'envole. C'est un typhon d'une ampleur exceptionnelle qui est annoncé. Mani devrait frapper les Philippines d'ici ce soir. Par précaution, les autorités ont ordonné l'évacuation de 255 000 habitants situés dans des zones à risque, comme ici dans la région de Bicol. Ces Philippins ont dû quitter leurs habitations, souvent précaires, et sont conduits par les autorités dans des logements plus robustes. Maintenant, je pense que nous sommes en sécurité. Nous sommes terrifiés par le typhon, car il peut s'intensifier et l'eau peut monter. Depuis plusieurs semaines, les typhons s'enchaînent. 5 tempêtes majeures ont déjà frappé les Philippines en un mois. Elles ont tué au moins 163 personnes. Des milliers de Philippins y ont perdu leur habitation. Des vents à plus de 215 km/h sont attendus dans les prochaines heures. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et tout de suite après, vous allez suivre le film intitulé Apocalypse Z. Quant à moi, je vous donne rendez-vous une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.